Salut à tous, c'est Nico alias Professeur Connard, j'espère que vous allez bien. Ma dernière vidéo a eu beaucoup de succès, je suis passé d'environ 10 à plus de 200 abonnés, ce qui fait une multiplication par 20. Donc je tiens à remercier tous les nouveaux qui sont abonnés, tous ceux qui ont laissé des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci à tous. Je vais peut-être faire d'autres vidéos de ce style, des vidéos plus courtes sur l'actualité en Ukraine, vu que ça a l'air de bien marcher. D'autant qu'il y a beaucoup de nouveaux depuis la dernière fois. Premièrement, la mobilisation a été décrétée en Russie, ce que je ne pensais pas que Poutine allait faire, je pensais pas qu'il irait jusqu'au bout. Le ministre de la Défense Sergei Shoigu parle de plus de 300 000 personnes qui seront mobilisées en Ukraine, qui seront donc des réservistes ainsi que d'anciens soldats. Ça c'est les chiffres sur le papier, maintenant à voir ce que ça donnera sur le terrain. En tout cas, l'organisation de cette mobilisation a l'air extrêmement chaotique. On a vu des dizaines de milliers de Russes s'enfuir à la frontière pour le Kazakhstan, la Géorgie, l'Arménie, la Finlande ainsi que d'autres pays. Même la TV officielle russe se plaint que c'est le bordel. Des courriers de convocation au centre de recrutement sont envoyés aux mauvaises personnes. Il y aurait même des courriers qui sont envoyés à des personnes qui sont déjà sur le front. Et un recruteur militaire s'est fait tirer dessus en Sibérie dans la région de Irkoutsk. Et la Russie connaît des manifestations violentes d'une ampleur inédite. Et cerise sur le gâteau, le général chargé de la logistique, Dimitri Bulgakov, a été remercié et remplacé par un autre. En gros, pour le dire simplement et dans des termes politiquement corrects, c'est le bordel. À voir combien d'hommes seront réellement envoyés sur le terrain et quelle sera leur valeur combative, mais je doute que les problèmes de l'armée russe seront résolus en envoyant simplement des recrues avec une expérience lointaine de l'armée, voire pas d'expérience du tout des fois. Le deuxième événement dont on parle beaucoup, c'est le sabotage du gazoduc dans les eaux territoriales du Danemark et de la Suède. Là, j'ai aucune théorie à vous fournir, tout comme vous, j'attends plus d'informations. Seule certitude, ce n'est sûrement pas la marine ukrainienne qui est derrière cette opération de sabotage, étant donné qu'ils n'ont pas de sous-marins. En passant, l'Ukraine continue de récupérer du terrain et il semble probable que le scénario d'Izium que j'ai décrit dans ma vidéo précédente va se répéter un peu plus à l'est, dans la ville de Liman qui est quasiment encerclée. Même si l'effondrement sera peut-être moins spectaculaire, la ville de Liman c'est la principale ligne de défense pour empêcher les Ukrainiens d'avancer dans la région de Louhansk. Si elle tombe, les Ukrainiens vont pouvoir attaquer Kremina à l'est et Svatoe qui est plus au nord-est, ce qui va poser de gros problèmes aux Russes pour défendre les villes de Sévrodonetsk et les Lysychansk, ce qui veut dire qu'on pourrait voir à plus ou moins court terme une grande partie de la région de Louhansk redevenir ukrainienne. Concernant les pseudo-référendums dans les territoires occupés par les Russes, je pense qu'il s'agit avant tout d'une excuse pour donner un cadre légal au futur décret que va promulguer Poutine. Je pense qu'il va se servir de l'argument qu'il s'agit de territoire russe officiel entre guillemets pour justifier une déclaration de guerre. On rappelle que pour l'instant il s'agit seulement d'une opération spéciale selon la terminologie des cerveaux de Moscou, donc je pense qu'on verra la loi martiale décrétée en Russie ainsi qu'une fermeture des frontières russes pour empêcher la fuite des personnes mobilisables qui sont toujours sur place, et c'est également pour escalader les tensions avec les pays de l'Ouest. Poutine et Medvedev ont déclaré que le recours à l'arme nucléaire était une possibilité pour défendre ces nouveaux territoires russes et que ce n'était, je cite, pas du bluff. D'où le sujet de cette vidéo, la guerre nucléaire est-elle possible? Dans l'absolu oui, même si les probabilités sont pour l'heure extrêmement faibles. Concernant la doctrine militaire russe sur l'usage du nucléaire, c'est une doctrine qui est héritée de la guerre froide ainsi que de la politique de l'Union soviétique. Elle prévoit l'utilisation d'armes nucléaires comme mesure préventive et pas seulement en riposte, c'est-à-dire que la Russie se réserve le droit de frapper si elle estime qu'elle est menacée. Les termes de la doctrine sont volontairement flous pour certains paragraphes afin d'entretenir le doute, mais d'après le document intitulé « Fondement de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire » qui est sorti en 2020, l'arme nucléaire doit être utilisée, je cite, « exclusivement comme un moyen de dissuasion dont l'emploi est une mesure extrême et forcée », ainsi que dans le but de, je cite, « réduire la menace nucléaire et ne pas laisser les relations interétatiques se dégrader au point de provoquer des conflits militaires », ce qui sous-entend qu'ils peuvent utiliser la bombe contre des pays qui ne possèdent pas de capacité nucléaire. Donc ça c'est de la théorie, qu'en est-il dans la réalité? Très difficile à dire car il y a énormément de paramètres inconnus. On va d'abord poser quelques questions sur l'emploi potentiel de la bombe pour la Russie, comment ça marcherait techniquement et ce que ça signifierait, et on va essayer de trouver quelques comparaisons historiques qui datent de la guerre froide, car certains pays ont déjà planifié d'utiliser des armes nucléaires lors d'un conflit conventionnel. Première question, quel est l'état réel des forces nucléaires russes? La Russie possède sur le papier plusieurs milliers de têtes nucléaires. 6 mises ogives en 1991, le plus grand arsenal du monde,
D'après Ansem Christensen et Matt Korda de la Federation of American Scientists, dans un rapport en 2022, 1500 de ces ogives auraient été retirées pour démantèlement et il en resterait environ 4500. Combien de ces têtes nucléaires qui datent pour certaines des années 70 ont été rendues obsolètes ou sont devenues inutilisables par manque d'entretien? J'en ai strictement aucune putain d'idée, mais pour donner une idée du coût de l'entretien de ces systèmes, la France dépense entre 3 et 4 milliards par an pour 300 têtes nucléaires, et ces dernières années, la modernisation qu'exigent ces systèmes a fait passer la facture annuelle à 6 milliards. Je pense que vous voyez où je veux en venir. La Russie n'a probablement pas l'argent pour maintenir un tel arsenal en bon état, donc il doit exister seulement une partie de ces têtes nucléaires qui sont opérationnelles en vérité. Cependant, même si seulement 5% de ces 4500 ogives étaient opérationnelles, ça suffirait à détruire l'humanité dans son intégralité. Donc la menace est à ne pas sous-estimer. Deuxième question. Les dirigeants du Kremlin connaissent-ils vraiment le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles et l'état de leur système de lancement? On peut supposer que pour un secteur aussi stratégique, l'armée russe tient une comptabilité rigoureuse et a mis en place des mesures pour éviter les problèmes de corruption ainsi que des détournements d'argent et d'équipements qui gangrènent les autres secteurs de l'armée. Cependant, on parle de la Russie. On parle du pays où les fonctionnaires détournent de l'argent qui est destiné à l'entretien des missiles Kinjal. C'est les fameux missiles hypersoniques qui sont censés être un des fers de lance des capacités ultramodernes de l'armée russe. On parle aussi du pays où le ministre de la Défense, Shoigu, qu'on a cité précédemment, s'est acheté une villa à 18 millions de balles avec l'argent qu'il a détourné, pendant que certains soldats russes qui sont sur le front manquent d'équipements de base, comme par exemple des vestes de protection, des sacs de couchage ou des tenues pour l'hiver. Et on parle du pays qui a envahi l'Ukraine sous la supposition erronée que son armée était modernisée et capable de vaincre rapidement une des plus grandes forces militaires d'Europe, qui plus est entraînée par l'OTAN depuis 8 ans. Donc je me pose la question de savoir si l'état des forces nucléaires est connu de l'état-major russe lui-même et s'il a fait l'objet d'un inventaire qui a été transmis aux dirigeants politiques de façon honnête et rigoureuse. Troisième question, qui seront les individus qui prendront la décision d'utiliser le nucléaire et seront-ils prêts à prendre le risque? Là, impossible de savoir à moins d'avoir des connexions avec le renseignement. Les renseignements américains disent que les décisions importantes sont prises par une poignée d'hommes proches de Poutine, notamment Nikolai Patrouchev, dirigeant du Conseil de sécurité russe, avec possiblement Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, et Valery Gerasimov, le chef de l'état-major, bien qu'il y ait des rumeurs comme quoi ce dernier aurait été écarté du pouvoir. Le système de prise de décision russe est extrêmement opaque. Nous ne savons pas vraiment si la décision de lancer une frappe nucléaire sera prise par un seul homme ou par plusieurs, mais si elle est décidée par plusieurs, cela signifie qu'il y a un risque de refus de l'un des co-décisionnaires et une possible révolution de palais au sein du Kremlin. Pour cette raison, si Poutine veut lancer une frappe nucléaire, il doit avoir la certitude que l'intégralité de son cercle rapproché approuve sa décision et qu'il n'y aura pas de dissidence lors de l'acte. Ça signifie également que tous les preneurs de décision à Moscou sont prêts à assumer les risques, soit d'une guerre nucléaire avec l'OTAN, soit de représailles de l'OTAN sous forme militaire, économique ou autre, ainsi qu'un isolement presque complet sur la scène internationale. Je pense pouvoir affirmer à 99% que Poutine et ses proches ne sont pas prêts à mourir en martyrs sous le feu nucléaire pour de simples gains de territoire en Ukraine. Poutine n'est pas un djihadiste qui crie Allahu Akbar en se lançant avec un camion rempli d'explosifs sur un checkpoint. C'est le chef d'un clan mafieux qui adore l'argent et le pouvoir, qui possède une des plus grandes fortunes du monde, des yachts à plusieurs centaines de millions d'euros, et il en est de même pour ses acolytes. Je ne pense pas qu'un homme qui se planque dans des chambres du Kremlin parce qu'il a la trouille du Covid soit un homme qui a envie de crever comme un saint dans la lumière spirituelle de l'atome. Bref, à moins que les naviciles ne débarquent dans les couloirs du Kremlin pour le chercher, je pense que Poutine ne lancera jamais la bombe sur un pays de l'OTAN. On a vu dans le texte que j'ai cité précédemment que la doctrine russe n'écarte pas une frappe sur un pays non nucléaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il pourrait l'utiliser contre l'armée ou contre des civils en Ukraine? Ça paraît extrêmement risqué. Les grandes villes ukrainiennes et les théâtres d'opération sont proches de quelques dizaines de kilomètres, soit de la Russie, soit de la Biélorussie, qui est alliée de Poutine, soit de pays de l'OTAN comme la Roumanie ou la Pologne. Et de toute façon, utiliser des missiles de faible capacité nucléaire sur des cibles militaires ou des villages ukrainiens aurait des effets très limités sur le plan militaire.
pour des effets diplomatiques qui seraient incroyablement graves. Ça voudrait dire que même si dans l'hypothèse la plus positive où l'OTAN n'interviendrait pas, ça voudrait dire que la Chine et l'Iran, l'Inde et la majorité des pays du monde devraient couper totalement les liens avec la Russie. Reste l'hypothèse d'une frappe nucléaire de démonstration dans une zone inhabitée pour lancer un avertissement et tenter d'obtenir des concessions pour éviter une défaite totale. Je ne sais pas du tout où cette frappe de dissuasion se ferait, sur quel endroit du monde, mais pour faire une comparaison historique, les dirigeants israéliens ont sérieusement évoqué l'utilisation d'une bombe nucléaire lorsque Israël était impliqué dans la guerre du Kippour contre l'Égypte et la Syrie. Dans le cas où les armées arabes gagneraient trop de terrain et menaceraient Israël, ils avaient évoqué un plan pour lancer une bombe nucléaire de dissuasion qui devait être larguée dans le désert du Sinaï dans le but de sidérer les troupes ennemies et d'arrêter leur avancée. Là encore, dans le cas de cette frappe nucléaire de dissuasion, le risque d'isolement international est très grand. Absolument aucun pays, à part peut-être le Nicaragua et la Corée du Nord, ne vont reconnaître les résultats des référendums bidons sur les territoires ukrainiens. Donc personne ne sera prêt à justifier l'utilisation d'une bombe nucléaire pour défendre des territoires illégitimes. Et de plus, les sanctions économiques atteindront probablement un niveau jamais vu pour la Russie. Bref, ça paraît totalement con. Mais vous allez me dire que Poutine a déjà pris beaucoup de décisions débiles. Cependant, dans ce cas-là, il connaîtrait les risques dès le départ. Et sa situation politique est bien plus précaire qu'au 23 février 2022. Le soutien pour la guerre s'essouffle en Russie. L'Inde et la Chine commencent à perdre patience. Et les prévisions économiques sont mauvaises pour la Russie à l'horizon 2023. Le calcul coût-avantage semble beaucoup trop en défaveur de la caste du Kremlin pour que l'hypothèse nucléaire se réalise, à moins d'un changement majeur dans la nature du conflit, comme par exemple si les troupes de l'OTAN intervenaient directement en Ukraine. Lorsque Poutine sera sur le point de perdre la guerre, il trouvera de multiples manières d'escalader, qui seront tout aussi désespérées mais beaucoup moins risquées. Il pourra utiliser des armes chimiques par exemple, placer des missiles balistiques en Biélorussie pour menacer les pays de l'Ouest, il détruira plus d'infrastructures en Ukraine, etc. Les choses habituelles. Pour le moment, je ne m'inquiète pas trop d'une apocalypse mondiale, même si les menaces verbales des Russes vont être de plus en plus agressives au fur et à mesure qu'ils sont en train de perdre du terrain. Ça reste du domaine de l'improbable, de l'hautement improbable je dirais même. Des nations non nucléaires ont déjà repoussé des invasions de pays nucléaires sans que l'apocalypse n'ait été déclenchée à aucun moment. Je pense par exemple à la Chine qui s'est retirée du Vietnam en 1979 après une invasion ratée. De même, l'URSS n'a pas nucléarisé les Moudjahidines afghans après sa défaite de 1989. Le cas russe est assez original, dans le sens où la clique du Kremlin parle systématiquement de guerre nucléaire, tout en n'ayant pris aucune représailles militaire, même de faible intensité, contre les pays de l'OTAN, pour l'aide militaire qu'ils ont apportée à l'Ukraine. On se souvient qu'ils parlaient de balancer des missiles sur des stocks sur des réserves d'armes de pays de l'OTAN, ce qui n'est jamais arrivé. Beaucoup de gueule mais peu de concret, c'est ainsi qu'on pourrait résumer la posture russe. L'avenir me dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Voilà, c'était Professeur Connard, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou si vous avez trouvé que c'était de la merde. Tous les avis sont bons à prendre et je vous dis à plus.